29 novembre 2021, 3 heures du matin. Alors qu'il installe ses pièges pour attraper des poissons, un pêcheur fait une découverte glaçante. Un corps sans vie gît au bord de la plage sauvage de Ngoyo, à Pointe-Noire, en République du Congo. La scène est macabre. Le jeune homme, mutilé et abandonné, est méconnaissable. Sans aucune pièce d'identité, le corps est transporté à la morgue municipale et laissé dans l'anonymat. De l'autre côté de la ville, une mère s'inquiète. Son fils, Ephraim Goula, 25 ans, n'est pas rentré depuis la veille, le 28 novembre. Sur Internet, les avis de recherche se multiplient sur les réseaux sociaux. Mais les jours passent et toujours aucune nouvelle. Ce qui commence comme une simple disparition va révéler une sombre affaire mêlant jalousie, trahison et vengeance. Préparez-vous à plonger dans les recoins les plus obscurs d'une rivalité amoureuse qui a tourné au cauchemar. Janvier 1996, Sibichi, République du Congo. C'est dans cette localité que naît Ephraim Goula, un jeune garçon au destin prometteur. Quelque temps plus tard, la famille quitte la terre natale du jeune homme pour s'installer à Pointe-Noire, la capitale économique du pays. C'est dans cette ville en plein essor qu'Ephraim grandit et poursuit ses études dans une école de son quartier nommée Fernand Nathan. Ephraim est passionné par la musique et durant son temps libre, il écrit des chansons qu'il finit par enregistrer en studio. Il est très actif sur les réseaux sociaux et il s'est rapidement fait une place sur TikTok où une grande communauté de fans le suivait avec admiration. En mai 2021, il fait la rencontre d'Emmanuel Salgado, une élève de 18 ans vivant dans le même quartier que lui. Cette rencontre allait changer leur vie. C'est une jeune fille pleine d'énergie et elle était élève en classe de première D. Entre eux, le courant passe immédiatement et leur amitié se transforme rapidement en relation amoureuse. Ephraim est romantique dans l'âme, alors il ne tarde pas à afficher fièrement leur couple sur les réseaux sociaux. En octobre 2021, il commence à publier des photos et des photos d'eux, faisant d'eux une véritable sensation sur TikTok. Ils étaient le couple que beaucoup enviaient, leur complicité et leur présence en ligne inspiraient de l'admiration. Mais derrière les sourires et les danses, une autre réalité se cachait. Emmanuel semblait mûr pour son âge et son attitude dans les vidéos laissait entrevoir une personnalité complexe. Elle n'était pas simplement une adolescente comme les autres, elle était animée par un besoin de paraître, d'avoir ce que les autres avaient. Son ambition et son désir de luxe allaient rapidement devenir des éléments clés dans cette histoire. C'est à ce moment qu'entre en scène Neil, un homme de 31 ans, ingénieur chez Saipem Congo. Neil avait une situation stable, un emploi bien rémunéré, une maison et une voiture. Mais il avait aussi une compagne officielle et un enfant. Pourtant, cela n'a pas empêché Emmanuel de s'intéresser à lui. Entre Ephraim, sincère et amoureux, et Neil, mûr et établi, Emmanuel commence à faire un choix. Elle était attirée par le confort et la sécurité que Neil pouvait lui offrir. Cette situation complexe allait bientôt atteindre son point de rupture. En fin novembre, Emmanuel contacte Ephraim en détresse, en lui faisant comprendre qu'il n'était pas le seul homme avec qui elle était en couple. Ephraim, essayant de mieux comprendre la situation, lui posa quelques questions. Et c'est là qu'Emmanuel lui dit qu'elle est avec un homme et que cet homme a découvert leur relation. Elle demande également à Ephraim que si l'homme l'appelle, qu'elle puisse lui dire que c'est son ami, qu'il ne doit absolument pas dire qu'ils sont en couple. Nous sommes dimanche. Hier, le gars m'a appelé. Donc, en fait, elle a eu des problèmes avec le gars le vendredi soir. Tu vois, non? Le gars lui a dit, le Ephraim là, c'est qui? J'entends. Soit disant que le gars là, il y a des gens qui me connaissent, qui lui rapportent des histoires à mon sujet. Les gens viennent lui dire que non, on connaît le gars qui ta meuf. Vu que le gars vient à l'autre là, au kilomètre 4, d'après la meuf me dit que le gars vient au kilomètre 4. Ça disant que le gars a des petits dans mon secteur. Donc le gars, ouais, ces petits lui rapportent des histoires que genre, on connaît le mec qui mourut ta meuf. Fallait maintenant, le gars demande à sa go. On me parle d'un gars là qui s'appelle Ephraim, tu le connais? La meuf accepte, oh oui je le connais. La meuf lui fait comprendre que non, c'est un ami. Maintenant, le gars maintenant dit, oh c'est un ami, mais on me dit qu'on vous croise dans des positions pas bien, tu bouges tout le temps chez lui à la piole. La meuf fait comprendre, oui c'est un pote. Si tu veux, prends son numéro, appelle.
Le gars aussi, comme c'est un gars de 31 ans, il prend aussi mon numéro, il m'appelle pour me demander. Donc hier, il m'a appelé. Maintenant, avant que le gars puisse m'appeler hier, vu qu'eux, ils avaient eu la conversation avec la kiné, c'était au téléphone. La kiné, dès qu'il a fini de causer avec le gars, la kiné me fait un texto. Oh non, chérie, écoute, il y a un bord là que je te dire. Je dois t'avouer que moi, j'ai un mec qui a 31 ans, Vanille, il a commencé à m'avouer ça sur moi aussi le même temps. Maintenant, il m'a fait comprendre que le gars, ouais, ça a pété en ce moment. Donc, en gros, s'il t'appelle, il faut seulement lui dire que toi et moi, on est juste potes. Moi, je lui ai dit, mon essaie, tu me dis, oh, regarde, ça va, tu me dis, déjà. Tiens, maintenant, la gare, il y en a 31 ans, il y en a moins. Je lui ai dit, au calme, vu que je t'aime, je peux que faire ce que tu veux, non? Il y a dit, si je salve, il y a des manques à mon. Donc, vous gardez qu'à place à mon. Je fais comme tu veux. Moi, je croyais que moi et la go, on croyait que le gars devait m'appeler le vendredi soir. Par mon gars, samedi, à 14h, c'est le gars qui m'appelle. Oh, bonjour, monsieur, bonjour. J'ai dit, oh non, c'est un tel. Oh non, tu connais certains Manu. J'ai dit, quel Manu? Oh non, Manu Sagado. Ah, dès qu'il m'a dit Manu Sagado, j'ai dit, ah, ça, c'est son gars. J'ai dit, ouais, je la pige. Oh non, c'est qui pour toi? J'ai dit, oh, c'est qui pour moi? Comment c'est une pote? Oh non, c'est pas une pote, dis-moi la vérité. Sois zen. Attends, je vais t'envoyer même la note. Attends, je t'envoie la note. Comme vous l'avez vu, le compagnon d'Emmanuel découvre que sa petite amie entretient une relation secrète avec Ephraim. Mais comment? Les voisins observateurs silencieux lui rapportent leurs soupçons. Mais O'Neill ne se contente pas de ces rumeurs. Il décide de pousser l'investigation plus loin. Pour obtenir des preuves, il manipule les amis proches d'Ephraim. Ces derniers acceptent de trahir leur ami en fouillant dans son téléphone. Les preuves s'accumulent, des photos intimes d'Ephraim et d'Emmanuel. O'Neill est furieux. Le 28 novembre, alors qu'Ephraim est chez lui, occupé à surveiller les travaux de rénovation, il reçoit un appel de ses amis. Il lui demande où il se trouve et le supplie de les rejoindre. Après une insistance inhabituelle, Ephraim finit par céder. Il ne sait pas encore que ce rendez-vous sera fatal. Ce qui semble être une simple rencontre amicale est en réalité un piège soigneusement orchestré. Ephraim est sur le point de faire face à une confrontation brutale. Ephraim arrive à la plage de Ngoyo suivant ses 4 amis. Sur place, il l'emmène dans une maison inachevée. Ephraim remarque la présence d'un homme qu'il ne reconnaît pas immédiatement. Mais il aperçoit aussi Emmanuel, sa compagne. Confus, il comprend vite qu'il s'agit de Neil, son rival. O'Neill s'approche de lui et lui montre des photos compromettantes. Ces photos avaient été volées par les amis d'Ephraim qui par la suite les avaient envoyées à O'Neill. Avant qu'Ephraim ne puisse se défendre, O'Neill lui donna un coup de poing au ventre. La violence escalade rapidement. Les amis d'Ephraim, soutenant O'Neill, lui bataillent également. C'est alors qu'O'Neill applique une clé de bras à Ephraim et un claquement sinistre se fait entendre. Ephraim ne bouge plus, mais O'Neill, aveuglé par la rage, continue de le frapper jusqu'à ce qu'il se rende compte de l'irréparable. Ephraim est mort. Pour dissimuler leur crime, ils déshabillent Ephraim et jettent son corps à l'eau, espérant faire croire à une noyade accidentelle. O'Neill donne des instructions précises à Emmanuel. Celle-ci devait repartir avec les 4 amis d'Ephraim et feindre de l'inquiétude en le cherchant chez lui. La mère d'Ephraim, inquiète, connaissant bien son fils, sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Les heures passent et Ephraim reste introuvable. Sa famille lance alors une alerte signalant sa disparition dans plusieurs commissariats de la ville. Sur les réseaux sociaux, des avis de recherche sont partagés en masse. Le slogan « Justice pour Ephraim » commence à prendre de l'ampleur. Le lendemain, les pires craintes de la famille se confirment. À la morgue municipale de Pointe-Noire, un corps identifié est présenté aux parents d'Ephraim. Je vous dirai plus tard ce qui les avait poussés à partir à la morgue. Sous le choc, ils reconnaissent immédiatement leur fils. Le corps d'Ephraim porte des impacts de balles, un œil manquant et son appareil génital a été sectionné. Une scène de violence inouïe qui laisse la famille et la communauté sous le choc. Alors que la famille tente de comprendre ce qui s'est passé, les trahisons commencent à se révéler.
parmi ceux qui réclamaient justice sur les réseaux sociaux se cachaient en réalité les meurtriers d'Ephrem. Yann Odilon Kombo, un ami proche, est rapidement identifié comme l'un des complices. Mais il n'est pas seul. D'autres, qui avaient publiquement demandé justice, étaient en réalité impliqués dans ce crime odieux. Emmanuelle, la petite amie d'Ephrem, est rapidement pointée du doigt. Avant même que le corps ne soit découvert, elle avait déclaré à un ami qu'Ephrem était mort. Une déclaration qui a poussé la famille à porter plainte contre elle. Et c'est aussi à cause de cela que la famille, par curiosité, décida de partir à la morgue de Pointe-Noire pour voir si un corps non identifié s'y trouvait. Écoutez un peu l'audio d'Emmanuel qui essaie de défendre son sugar daddy car la communauté également pointe du doigt son copain. Sur Ephrem, ou bien les gens qui disent que c'est lui qui a tiré sur Ephrem, il était là, ils ont vu la personne qui a tiré sur Ephrem ou la personne qui a kidnappé Ephrem. Vous avez des preuves pour accuser quelqu'un comme ça là, vous avez des preuves. Est-ce que vous savez que ça peut aller à la justice pour aller, vous allez témoigner, vous avez rien vu, vous avez entendu, il n'y a pas de preuves, mais vous accusez quelqu'un comme ça. Tirer sur Ephrem, vous avez vu qu'il a tiré sur Ephrem. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Ah, l'Afrique. Non, mais sérieux, hein? Bravo. Merci beaucoup, ma chérie. J'ai compris le message, mais je ne vais pas fuir, je vais rester ici. Parce que même la police est derrière tout ça. Et s'il m'arrive un truc, directement, on va aller chez la famille. Il n'y aura pas besoin de chercher parce que tout ce que les gens m'envoient, que ce soit les amis ou je ne sais qui ou je ne sais pas quoi, les proches des frères, sa famille ou quoi, tout ce qu'ils envoient comme agression, tout ce qu'ils envoient comme je sais pas quoi. S'il m'arrive un truc, cette famille aura vraiment des problèmes. Du coup, je ne panique pas, je suis là. Je sais que je n'ai rien fait. Pourquoi je veux fuir? C'est vrai, tu as raison, c'est pour ma sécurité pour le moment parce que des gens vraiment veulent me faire du mal et tout le monde est méchant. Tu as raison, ma belle. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas sortir, je vais rester là. Comme je vous ai dit, la vraie version, même si je vous donne ça, vous n'allez pas me croire. Donc, on attend comme la vérité va se savoir. Parce que là, il y a beaucoup de versions. Si je te donne ma version, tu vas entendre encore d'autres choses. Et moi, tu vas pas me croire. Pourquoi? Parce que je suis seule qui parle. Je suis la seule qui va te dire cette version-là. Et que ce que tu vas entendre, ça sera que mon mec l'a eu à l'agresser, à le menacer. Aujourd'hui, si c'est vrai que mon mec avait agressé ou menacé, certes, ça me fait mal. C'est un être humain. Je connais Ephrem. On a eu une relation avant et on était proches. Je connais bien Ephrem. Ça me fait très mal de savoir qu'il est mort. Ça me fait très mal de savoir qu'aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. C'est un homme comme moi. Ça pouvait être bien moi. Ça pouvait bien être moi ou quelqu'un d'autre. Mais Dieu m'a épargné ça. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est lui. Ça me fait mal. C'est un être humain. Ça me fait très mal. Très, très mal. Mais tu veux que je fasse quoi? Que je vais le ressusciter? Je ne pense pas. Du coup, on est là, on est en train de suivre l'affaire. De mon côté aussi, je suis en train de suivre l'affaire. Ça me fait très, très mal. Très mal. Très mal. Mais je suis là en train de suivre l'affaire en même temps, essayer de recevoir de gauche et à droite ce qui se passe. La vidéo que tout le monde est en train de faire circuler là, je sais que c'est pas Ephrem. Parce qu'Ephrem n'a pas de tatouage de 1 et de 2, n'a pas de short. Donc tout ça, je ne sais pas si c'est un coup monté avec ce que je viens d'apprendre ce soir. Je ne sais pas, je ne sais plus où me mettre la tête. Donc demain, quand j'irai à la police, on va essayer de mettre tout ça au clair, tout ça au clair. Si tu veux en savoir plus, sois gentil avec moi, s'il te plaît. Et en plus de ça, tu crois que moi, ça me fait rien. Je suis pas un robot. Je suis une personne, j'ai un cœur. J'ai un cœur et je sais ce que sa famille ressent. Je sais ce que les gens ressentent. C'est pas à cause de mon copain. Mon copain n'a rien fait. Si mon copain fait quelque chose, il devait être en garde vue. Parce que quoi? On devait avoir des preuves contre lui. Mais il n'y a pas de preuves. Il y a aucune preuve. Aucune français m'a mélangé même. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. S'il y avait des preuves, la police devait le retenir. Mais la police n'a pas retenu. Et on dit qu'on a attrapé un garçon et des complices. Je ne sais pas de qui on parle. Au moment où on a dit qu'on a attrapé les gens là-bas, j'ai appelé mon copain. Il était chez lui à la maison. Voilà pourquoi je ne panique pas. Parce qu'il était chez lui à la maison et je ne sais pas qui on a attrapé ses complices. Je ne sais pas c'est qui, mais les gens maintenant congolais, ils disent que non, c'est mon copain et tout, tandis que la personne est en train d'assister à la veillée de son père. C'est pas possible. Ma chérie, je te dis, tout ça, c'est compliqué. Si tu rentres dedans, tu vas entendre... Le lendemain, à la police, lors de son interrogatoire, Emmanuelle a dû expliquer comment elle savait qu'Ephrem était mort et pourquoi elle avait mentionné qu'il ne portait pas de short au moment de sa mort. Sous la pression, elle finit par avouer et dénonce tous les complices. Les aveux d'Emmanuelle laissent les policiers sans voix. Elle décrit en détail la scène du crime, révélant l'implication de plusieurs amis proches d'Ephrem. Parmi eux, O'Neill, qui avait disparu après avoir avoué à son père être l'auteur du meurtre. Son père, sous le choc, succombe à un AVC. O'Neill tente de fuir Pointe-Noire, mais il est finalement arrêté par la police. Lors de sa comparution devant le procureur de la République, O'Neill décrit avec froideur les détails du meurtre.
Il explique avoir brisé la colonne vertébrale d'Ephrem avec une clé 14, l'avoir poignardé à plusieurs reprises à la gorge, lui avoir arraché un œil et sectionné son appareil génital. Tout cela en présence d'Emmanuel. Le procès concernant l'affaire d'Ephrem Goula s'est déroulé à Pointe-Noire entre le 24 août et le 21 septembre 2023. Les 6 accusés reconnus coupables d'homicide volontaire et de complicité d'homicide volontaire ont été condamnés à 30 ans de travaux forcés.